Qu'est-ce qu'on dirait à des femmes qui ont envie de se lancer, qui ont envie de changer de vie, qui ont envie de sortir aussi, elles, de leur case? La peur ne doit pas être un élément bloquant, ça doit être juste le signe que tu t'apprêtes à changer de vie, que tu t'apprêtes à passer à une étape supérieure. Je pense justement, quand il y a de la peur dans ta vie, c'est que t'es près d'une décision qui va vraiment changer ta vie. Le choix de ton partenaire, c'est le choix le plus important de ta vie. Parce que c'est la personne qui va vivre avec toi au quotidien. S'il te fait vivre une vie de merde, que tu dois faire toutes les tâches ménagères chez toi, etc., t'auras une vie de merde. Donc faut faire hyper attention et bien sélectionner. Les relations qu'on entretient, c'est ce qui va déterminer la femme qu'on va être demain. Donc en fait, si ta relation, elle t'apporte rien et qu'elle t'étouffe et qu'elle te met dans un cadre, ça va jamais t'amener là où toi tu veux aller. Déjà en 2025, il y a eu beaucoup de ruptures et je pense que surtout les femmes se rendent compte de la place qu'elles ont vraiment. C'est Paris. Moi je trouve que c'est une vie très toxique. Tu l'aimes comme tu la détestes en fait. Quand tu vas à Dubaï, tout le monde a envie de charbonner. Quand tu dis à quelqu'un je veux faire 1 million, il va dire bah non, tu peux faire 10. Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo YouTube avec une invitée de taille, ma copine Irina, du coup qui nous vient de Belgique. On s'est rencontrés il y a quelques temps du coup quand elle avait déménagé à Paris. Et du coup aujourd'hui on voulait vraiment faire une vidéo parce qu'on a énormément de points communs dans nos vies. Donc on s'est expatriés, on a eu des ruptures amoureuses avec des achats de maisons, d'appartements, on a lancé des business, on a eu des échecs, des réussites, quoi d'autre, tellement de choses, des CDI toxiques, vraiment plein de sujets en fait qui étaient vraiment similaires alors qu'on se connaissait même pas. Donc du coup on se disait qu'aujourd'hui on voulait vraiment vous donner tous nos conseils et voilà, que tous les échecs qu'on a pu avoir un petit peu, toutes les leçons qu'on a pu apprendre dans notre vie, on vous les donne aujourd'hui un petit peu pour vous inspirer. Donc voilà, je suis trop contente aujourd'hui de faire cette vidéo là qui va vraiment changer d'habitude. Ça va être trop bien. Écoute, merci pour l'invitation du coup. Effectivement, comme on l'a dit, on a quand même pas mal de similitudes alors qu'on ne se connaissait pas. Ouais. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est important de parler des choses qu'on a vécues, donc que ce soit nos ruptures amoureuses dans des relations où en fait on n'était pas forcément malheureuse, mais on n'était pas non plus les plus heureuses. Le fait de reparler un peu d'un CDI toxique où on se sentait emprisonné, et surtout les échecs qu'on peut vivre et connaître dans le business. Donc je trouve que c'est des sujets qui sont hyper chauds et je suis trop contente qu'on en parle aujourd'hui. Et je pense que en vrai ça va parler à toutes les femmes en vrai, même moi je vois autour de moi mes amis et tout, on est un peu toutes là-dedans. Et surtout la grosse problématique en vrai qu'on veut casser aujourd'hui dans cette vidéo, c'est de se dire que aujourd'hui, en tant que femme en France, il y a énormément de cases qu'on doit cocher. On nous met énormément la pression par rapport à notre famille, la société. Et du coup, je voulais vraiment parler de ça pour un peu lever les tabous par rapport à ça et montrer qu'il y a aussi une autre alternative de vie qui est possible et vous le montrer un petit peu plus. Du coup, nous, on est l'exemple type des filles qui avons suivi et coché toutes les cases. Donc, des belles études, un bon job avec un CDI à la clé, dans une maison renommée, une rupture, pas une rupture, un couple qui est là, qui a l'air d'extérieur tout ça beau. fait longtemps que tu sors avec la personne, plusieurs années. Un achat en commun d'une maison pour moi, d'un appartement pour toi, puis commencer à lancer un business et puis se rendre compte qu'en fait on n'est peut-être pas dans la bonne direction. Donc en fait j'ai l'impression que nous on a coché toutes les cases et qu'on est l'exemple type de la personne qui coche plus aucune case mais qui est beaucoup plus heureuse, beaucoup plus épanouie et beaucoup plus alignée. Donc c'est top. Ouais, trop bien. Du coup je pense qu'on peut revenir au fait de pour toi, c'est quoi comment t'as senti que tu devais cocher des cases? C'est tes parents qui t'ont mis la pression? C'est la société? C'est tes amis? C'est qui t'a mis la pression, toi? Alors, pour moi, je dirais que c'était forcément inconscient, j'ai l'impression. Mais du coup, ça vient toujours de notre éducation, de ce qu'on voit aussi autour de nous, les exemples qu'on a. Donc moi, je vais dire, mes parents, je les adore, mais ils ont vraiment le style de vie que je ne veux pas. Donc ils sont le contre-exemple de ce que je ne veux pas être, dans le sens où ils sont salariés, ils sont pas forcément heureux dans leur job, mais ils se lèvent tous les jours parce qu'ils attendent la pension. Et donc c'est vraiment le contre-exemple de ce que je ne veux pas être. Et je pense que forcément, le fait de cocher des cases, ça vient de mon éducation et de ce qu'on voit à l'école autour de nous. Et c'est important, je trouve, de lever le tabou et de parler de ce sujet-là, comme de quoi c'est pas parce qu'on coche toutes les cases qu'on est forcément plus heureuse. Non, clairement pas. Moi, comment j'ai ressenti le truc, c'est que vraiment, je pense que déjà, c'était mes parents. Ils m'ont eu beaucoup, ils étaient très regardants par rapport à mes notes, par rapport au fait que je fasse des grandes études. Ils m'ont poussé, vraiment, ça, vraiment, je les remercie énormément pour ça, mais ils m'ont vraiment poussé par rapport à ça. Et je regrette pas, en vrai, d'avoir fait des études. Mais après, quand j'ai terminé et que je voulais trouver, du coup, un CDI, moi, dans ma tête, c'était tout tracé. J'allais rentrer dans une boîte, j'allais monter les échelons, j'allais devenir manageuse, j'allais ensuite, monter de salaire, etc. Et le jour où, du coup, moi, je m'étais lancée du coup en parallèle de mon CDI.
Et du coup, au bout d'un moment, au bout de 6 mois, j'avais commencé à gagner 10 000 €. Je gagnais beaucoup plus que, tu vois, mon CDI. Et du coup, quand j'avais annoncé à mes parents, ça y est, moi je veux me lancer, je vais démissionner. Et je l'avais dit vraiment, je vais démissionner. C'est pas en mode, je vous demande conseil. Et ils étaient là en mode, mais non, mais t'es sûre, mais non, mais franchement, le job, tu vas bien l'aimer. Parce qu'en plus, j'étais en une transition, j'étais en train de recommencer un nouveau CDI. Et au bout de 2 mois, je m'étais dit, mais je vais pas continuer, je vois pas, je veux vraiment être à mon compte. Et il m'avait mis un peu des bâtons dans les roues, entre guillemets, en me disant, mais non, continue ton CDI, ça va être bien. Tu sais, ils avaient vraiment peur. Enfin, c'est des parents, je pense que les parents aussi, ils ont vachement envie de te... Enfin, en fait, c'est leur peur à eux qui mettent sur toi et ils ont peur pour toi parce que inconsciemment, je pense qu'ils nous aiment, tu vois, du coup, c'est pas méchant, mais ils essaient vraiment de nous projeter leur peur et nous protéger, voilà, c'est ça, de nous protéger. Et pour eux, ça sortait complètement de leur case à eux, en fait. Parce que du coup, j'étais freelance, t'as pas de salaire fixe tous les mois, je sais pas, ils trouvent ça stressant. Toi, comment tu te rappelles ou pas le jour où t'as dit à tes parents que t'allais te lancer ? Moi, je pense que, comme t'as dit, nos parents veulent toujours nous protéger. Et parce qu'ils veulent nous protéger, ils veulent qu'on ait la même vie qu'eux. Parce que pour eux, comme c'est ce qu'ils connaissent, c'est ce qui est sécuritaire, c'est ce qui va éviter d'avoir des soucis, c'est ce qui va éviter, en fait, de brancher leur cerveau en mode survie. Et du coup, voilà, comme tu le sais, moi, je me suis vraiment spécialisée dans les neurosciences parce que j'aimais bien comprendre comment notre cerveau fonctionnait et pourquoi, en fait, on avait tel ou tel comportement et tels agissements. Et du coup, comme tu dis, moi non plus, j'en veux pas du tout à mes parents et je sais qu'ils l'ont fait et qu'ils le font toujours pour mon bien parce que même encore aujourd'hui, ils comprennent pas trop bien ce que je fais. Mais effectivement, en fait, à partir du moment où on s'éloigne de ce qu'ils connaissent, donc comme tu dis, on s'éloigne de la case qu'ils connaissent. Parce que toi, tes parents, ils sont salariés, ils sont cadres, ils font quoi ? Ils sont salariés, voilà. Ils sont salariés, vraiment le métro boulot dodo pour mes parents. La petite vie routinière, monotone, qui leur convient très bien parce que je suis sûre qu'ils sont hyper heureux dans leur vie et que leur vie leur convient. Mais moi, aujourd'hui, cette vie-là ne me convenait pas. Et en fait, quand tu parlais, j'avais une question, donc je vais te la poser maintenant avant que j'oublie. Est-ce que quand tu cochais toutes les cases et que tu étais salarié, que tu avais un bon CDI, est-ce qu'au fond de toi, tu avais déjà envie de plus ? Est-ce que tu te voyais peut-être plus gérer un business ? Est-ce que peut-être une pensée où tu te voyais être plus, mais que tu n'osais pas vraiment te l'admettre ? C'est vrai qu'on n'a pas reparlé de tout notre parcours, mais du coup, moi, quand même, j'avais fait des écoles de commerce et c'est là, du coup, que j'avais découvert l'entrepreneuriat. Et à ce moment-là de ma vie, je m'étais dit, j'adore parce que tu touches à plein de trucs. Marketing, finance, commercial, tu touches à plein de trucs et je m'étais dit, un jour, je ferai ça. J'avais jamais eu d'idée sur quoi me lancer et en plus, je m'étais toujours dit, trop drôle, je le ferais, mais avec quelqu'un, je m'associerais. MDR, je me suis jamais associée, je suis toute seule aujourd'hui. Mais du coup, j'avais ça en tête, mais après, je sais pas pourquoi, j'étais vraiment lancée dans le truc CDI, etc. Donc, j'ai jamais cherché à me lancer à mon compte. J'ai toujours cherché un CDI au début quand je me suis lancée. Enfin, dans la vie active, on va dire. Et ça me trottait dans la tête, mais j'avais pas d'idée, en fait. J'avais vraiment pas d'idée, tu vois. C'est du tout seul, en fait. Un beau jour sur TikTok, j'ai scrollé et je suis tombée sur l'UGC. Mais sinon, non, franchement, ça m'était jamais venu dans la tête. Je savais pas quand j'allais me lancer, mais j'avais envie, tu vois. Et toi, du coup, tu savais déjà ? T'as fait des études. Mais toi, t'as bossé en banque ? Mais non, du coup, moi, j'ai fait des études en droit. Et après, j'ai bossé en banque directement à la sortie des études. Donc, du coup, tu faisais du droit en banque ? Ouais, non, je faisais du conseil en investissement. Donc, en fait, moi, j'ai travaillé directement. En fait, j'ai été un peu recrutée par des chasseurs de tête à la sortie de mes études en droit. Donc, j'ai bossé directement dans une grande banque d'investissement où je gérais les portefeuilles de clients. Trop stylé, et à partir de ce moment-là, le job était génial, mais il y avait un peu ce qu'on appelle un conflit de valeurs avec les choses qu'on me demandait de faire, les actions et les missions quotidiennes que j'avais à remplir. Et déjà à ce moment-là, donc j'étais dans une boîte où moi je faisais partie des personal advisors, comme ils appellent ça. Et j'avais 2 coachs au-dessus de moi. Et puis, il y avait tout ce qui était manager, head office, etc. Head of plutôt, pas head office. Et en fait, déjà à ce moment-là, et c'est pour ça que je te posais la question, déjà à ce moment-là, quand j'étais rien qu'employée, j'avais trop envie de manager, j'avais trop envie de devenir coach, j'avais trop envie de devenir head of, head of sales. Je me voyais pas, en fait, rester toute ma vie salariée, faire mon 9-17 toute ma vie et juste attendre patiemment la pension. Donc, c'est pour ça que
je trouve que c'est important d'aller un peu réidentifier et réanalyser notre passé, parce que déjà à ce moment-là, au fond de moi, je savais pas ce que je voulais faire comme toi, j'avais pas d'idée de business, j'avais aucune idée de la direction que je voulais prendre, mais je savais déjà au fond de moi que je ne voulais pas cette vie de salarié, d'employé. T'étais ambitieuse, tu voulais plus, t'as envie de devenir manager, de monter en compétences, je me voyais pas rester au stade d'employé toute ma vie, et je pense qu'à partir du moment où on est 100% honnête avec nous et qu'on se l'admet, c'est là qu'en fait on ouvre des portes et qu'on s'ouvre à un champ infini de possibilités. Ouais. Mais pareil que toi, du coup, moi quand j'étais... toi, c'est hyper prestigieux en vrai de travailler en banque d'investissement. Moi, j'avais fait pareil, j'avais fait tous mes stages dans le luxe, j'étais travaillé chez Chanel, chez Dior. Après, j'étais en cabinet de conseil. Donc, en vrai, sur le papier, hyper prestigieux. Bon, dans les faits, est-ce que ça nous rend heureuse ? Je pense pas du coup. Notre travail maintenant est complètement différent de ce qu'on faisait avant. Et j'avais aussi cette envie, et je me rappelle que déjà en interne, j'avais demandé à faire une formation. Ils prenaient un petit groupe de personnes pour les former à devenir manager beaucoup plus rapidement. Parce que moi, j'avais que 1 an de CDI encore, c'était vraiment tout jeune. Et comme toi, j'avais envie de plus en fait. J'avais envie de manager, j'avais envie de toucher à tout, et je m'ennuyais très vite aussi. Je sais pas toi, mais dans mon CDI, je m'ennuyais super vite. Mais tu vois, je pense que encore un point commun qu'on peut avoir, et je suis sûre que ce point commun-là, on peut l'avoir avec plein d'autres femmes qui nous regardent aujourd'hui, c'est qu'en fait, au fond de nous, on avait envie. Comme tu dis, moi aussi, je m'étais inscrite à des formations. Donc moi, c'était pas des formations, mais je pouvais passer un master dans une université prestigieuse en Belgique. Et je m'étais inscrite pour le faire. Et finalement, on m'avait dit que j'allais le faire. Puis finalement, non, mais c'est pas cette année, c'est l'année prochaine. Et en fait, ça a enlevé un peu toutes mes ambitions et tous mes rêves. Et c'est ça que j'ai pas aimé dans le salariat. Mais déjà, à ce moment-là, on avait envie de faire des formations, d'apprendre de nouvelles compétences, de faire de nouvelles choses. Donc, en fait, j'ai l'impression que ça un truc qui a toujours été en nous, mais qu'on n'a pas osé regarder. Alors, on l'a regardé assez tôt quand même, mais je pense que les personnes qui n'osent pas regarder ça, passent en fait à côté de leur vie et passent à côté de leur potentiel surtout. Moi, j'en parle, je parle tous les jours avec des femmes qui me disent mais moi aussi j'ai envie de plus, je m'ennuie, j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie de ma propre patronne, tu vois. Et en vrai, il faut juste s'écouter en fait, tout simplement. Et toi, du coup, on en était où dans notre parcours ? Donc après, comment t'as connu les neurosciences ? Ok. Parce que c'est pas du tout par rapport à la banque et tout, c'est drôle. Du coup, donc, moi, j'ai travaillé en banque, j'aimais pas, finalement... T'as fait combien de temps ? J'ai fait 2 ans dans la première banque, dans le premier employeur chez qui j'ai travaillé, puis j'ai changé parce que je voulais aller voir ailleurs, si l'herbe était plus verte ailleurs. Gros conseil, l'herbe n'est jamais plus verte ailleurs. Enfin, en tout cas, pas dans l'esprit collectif. Je pense qu'en fait, on se trompe souvent de se dire « Ah oui, mais ça va être mieux là, ça va être mieux là. » Non. Donc bref, je suis allée dans une autre banque. Ça s'est très mal passé avec mes collègues. C'était très masculin. Ils étaient très individualistes, très dans la compétition entre personnel advisors. Donc c'était dire ouais, t'as fait combien aujourd'hui ? Ah moi j'ai investi autant. Donc bref, j'aimais pas du tout. Donc ça s'est très mal passé. Et petit à petit, en fait, j'ai vu mon état se dégrader. Et donc j'ai décidé de me faire accompagner par une coach qui était experte en reconversion professionnelle. Et c'est en fait en me faisant accompagner, en voyant les résultats que j'avais sur moi, où je me suis dit mais en fait je veux trop être coach, je veux moi aussi aider les personnes à se relever, à se découvrir, à se voir vraiment comme elles sont réellement au fond. Et donc je me suis formée au métier de coaching de vie, je me suis spécialisée en psychologie positive, et puis en fait j'avais trop envie de comprendre comment notre cerveau fonctionnait. Et du coup, c'est là que j'ai fait une spécialisation à l'Académie européenne des neurosciences qui m'a en fait apporté beaucoup. Et aujourd'hui, en fait, je réfléchis neurosciences. Donc en fait, je réfléchis toujours en fonction de comment ton cerveau fonctionne, pourquoi est-ce que tu réagis de telle façon en fonction de telle situation. Et en fait, ça m'aide surtout pour tout ce qui va être interaction sociale, même dans mon business, même par rapport à moi, mes peurs, mes choix, mes incertitudes. En fait, j'arrive toujours à faire un peu le parallèle avec les neurosciences. Et voilà comment j'ai atterri dedans. Mais en fait, à la base, j'étais pas du tout prédestinée pour tomber dans ces neurosciences-là. Bachelier en droit, banque, investissement. Donc, en fait, j'étais pas du tout dans ce milieu-là. Et pourtant, en fait, j'adore. Et avec le recul, j'aurais trop voulu faire des études en lien avec les neurosciences et apprendre ça depuis toute jeune. Mais en fait, c'est ça qui est super dur, c'est que je me dis, nous, en tout cas en France, c'est des spécialités qui sont quand même assez strictes. Marketing, finance. Imagine, tu fais de la finance, t'aimes pas au final. C'est ça. Tu fais quoi après ? C'est ça qui est très compliqué. On nous met tout de suite dans des cases, en fait. Rien que dès notre petite enfance, au final, on nous met tout de suite dans des cases en mode, ok, tu vas faire que du marketing, toi. Toi, tu vas faire que un bac professionnel. C'est hyper... Je trouve que c'est quand même la société, au final, qui nous force toujours à rentrer dans des cases. Mais je pense que
les gens ont envie toujours de nous mettre des étiquettes. Oui. Et j'anticipe un peu les prochains sujets qu'on va aborder, mais en fait, tu vois, c'est comme maintenant sur les réseaux sociaux, on voit toujours, tu es hypersensible, tu es multipotentiel, tu es je voulais parler de ça, multipassionné, tu es multipassionné. Et en fait, on veut tellement sortir des cases qu'en fait, on crée de nouvelles. Parce que dire je suis hypersensible, je suis ci, je suis ça, c'est aussi se coller une étiquette et rentrer dans une case. En fait, l'être humain ne veut pas accepter qu'il est juste comme il est. Parfois, tu vas avoir plein de choses qui te passionnent. Des fois, tu vas être focus sur un sujet et en fait, ça va évoluer en même temps que toi. Mais non, en fait, on veut toujours recoller des cases. Et aujourd'hui, à l'ère du digital, forcément, il y a des nouveaux mots qui éclosent un peu comme ci, comme ça. Voilà, multipotentiel, hypersensible, c'est vraiment les deux mots qui me viennent à l'esprit parce que je les vois tous les jours sur Instagram. Mais en fait, t'es pas obligé d'aller te recoller une case et je pense que c'est vraiment ça qui est important et qu'on doit retenir, c'est qu'on n'est pas obligé d'être qu'une seule chose dans notre vie. On peut être plusieurs choses à la fois, c'est très bien comme ça aussi. Et se réinventer tout le temps. Genre moi aujourd'hui, je pense que le business que j'ai, je vais en avoir d'autres aussi par la suite, tu vois. Même toi, on a plusieurs casquettes au final. Donc, clairement. Et c'est pas parce que tu vas changer de business, c'est pas parce que tu vas faire autre chose que ça veut dire que ce que tu as fait jusqu'à présent, c'était pas toi ou c'était pas aligné. Non, en fait, on évolue et je pense que c'est vraiment un fléau pour la France et pour n'importe quel pays de sortir des cases et des injonctions. Et en fait, il faut être super à l'aise aussi pour assumer devant les autres. Parce que tu vois, imagine, t'as un repas de famille, à ta grande-tante qui dit « Mais tu fais quoi en fait ? Je n'ai pas compris. L'année dernière, t'étais coach. Là, cette année, tu fais ça. Je comprends pas en fait. » Mais en fait, il faut être à l'aise au final et être droite dans ses bottes et travailler sur soi, je pense, pour se dire « Je ne me colle pas d'étiquette. Je suis plein de choses à la fois. » Mais en fait, les gens parlent toujours « je veux la liberté ». Et en fait, les gens pensent que la liberté, elle se trouve en voyageant, en s'expatriant à Bali, à Dubaï, au Canada, à Paris. Mais en fait, la liberté, pour moi, c'est pas forcément la liberté géographique ou la liberté financière, comme on l'entend, ou l'absence de contraintes. Pour moi, la liberté, c'est de se dire « aujourd'hui, je suis qui je suis ». Qui je suis, que j'ai envie d'être, et en fait demain je serai peut-être quelqu'un ou quelque chose d'autre, et c'est ok en fait, c'est vraiment la liberté d'être qui on est vraiment, sans forcément toujours vouloir rentrer dans les cases et se coller des étiquettes. Et je pense que ça, c'est le truc le plus compliqué qu'on n'ait jamais à faire. Mais toute ta vie, tu dois apprendre à te reconnaître. Moi, je trouve que je change super vite aussi avec le business, etc. Et des fois, j'ai une inadéquation entre la personne que je suis réellement et ce que moi, je pense dans ma tête. Et en fait, je trouve que c'est la chose la plus dure, c'est de se connaître. En fait, toute notre vie, c'est super dur de se connaître parfaitement bien. Mais forcément, tu vas évoluer, donc tes envies vont évoluer, tes passions, tes rêves vont évoluer. Et je pense qu'en fait, tu es en permanence en train de te réapprendre. C'est ça. Tu ne te connais jamais vraiment. Ouais. C'est un travail qu'il faut faire sur le long terme, mais toute notre vie, je pense que ça sera ça au final. Et je pense qu'il faut faire ce travail par contre. Clairement, pour moi, le travail sur soi est hyper important et je prêche pas pour ma paroisse parce que je suis coach, mais je pense que c'est hyper important. Et surtout, les gens doivent comprendre que tout est une question en fait de choix. Quels sont les choix que tu vas poser ? En fait, on ne serait pas là où on est si on n'avait pas osé quitter notre CDI, si on n'avait pas osé lancer notre boîte et miser tout sur nous, pas forcément sur notre business, mais tout sur nous. Si on n'avait pas osé quitter notre copain avec qui c'était ni la joie ni le malheur, mais on était à moitié heureuse, à moitié malheureuse. Si on n'avait pas revendu nos apparts, nos maisons pour aller s'expatrier ailleurs ou pas. Donc en fait, tout est toujours une question de choix et c'est parce qu'on a posé un choix difficile que ça a amené d'autres opportunités devant nous, mais en fait, tout débute toujours par un choix. Donc la question, c'est de se dire, ok, c'est quoi le choix que j'ai envie de prendre et que je repousse ? Et en fait, ça va arriver à deux meufs qui décident de faire un podcast et une vidéo YouTube, parce qu'en fait, on se dit que ce qu'on a à partager, c'est hyper important et que en fait, plein de gens doivent entendre ce qu'on a à dire. C'est clair. Et du coup, est-ce qu'on va peut-être parler du début quand on a voulu lancer notre business ? C'était quoi les débuts ? Toi, comment tu t'es lancé il y a combien de temps ? Et comment tu t'es lancé ? T'avais démissionné, toi, t'avais une rupture co, je crois. Donc moi, je me suis lancée comme coach, effectivement. Tu faisais ça en Belgique en plus. En Belgique. Donc moi, à la base, j'ai d'abord fait ça en parallèle de mon CDI, comme toi. Donc tu vois, encore des similitudes dans notre parcours. Et moi, je conseille toujours ça. Si vous n'êtes pas sûr à 100% que ça va fonctionner ou que vous allez avoir des rentrées d'argent alors que vous avez des choses à payer, commencez doucement, un step à la fois, une étape à la fois. Donc en fait, il n'y a pas de mal à garder son job en salarié à côté de... je développe mon projet, donc pour moi,
je pense que dans la tête des femmes, elles ont directement envie de devenir une entrepreneur successful parce qu'on est dans une société où tout va très vite. Mais en fait, les choses qui valent la peine mettent du temps. Donc en fait, moi, comme toi, j'ai commencé à travailler et à lancer mon activité de coach en parallèle de mon CDI. Donc j'avais des horaires de fou. Et à l'époque, je recevais en fait mes coachés dans un cabinet. Donc j'avais vraiment investi dans quelque chose de physique. Donc j'avais mon cabinet, je louais le cabinet et je recevais les coachés. Et en fait, j'ai aimé ça. Puis j'ai commencé un peu plus à développer mes réseaux. Et en plus, de fil en aiguille, je me suis dit, en fait, je veux digitaliser tout ça. Comme ça, je vais pouvoir aider plus de femmes. Je ne serai plus forcément tenue à la géographie, au local. Et en fait, de fil en aiguille, j'ai vraiment évolué en fonction de mon business. Ou alors, c'est mon business qui a évolué en fonction de moi. Mais tu sais pas comment je sais pas. Je pense que c'est ton business qui a évolué en fonction de toi, en vrai. C'est ça. Et donc, je vais dire, ça s'est fait naturellement. Mais du coup, c'était ça la première étape. C'est je lance mon business en fonction du temps et de l'énergie que j'ai à lancer là-dedans, mais je prends la décision de lancer mon business. Et puis après, j'ai commencé à réduire de plus en plus mes heures à la banque. Et puis j'ai dit à beau jour, ok, maintenant j'arrête. Ah, ils ont bien voulu que tu réduises tes horaires? C'est bien ça? Oui. Je ne savais pas que c'était possible. Oui. Passer de temps plein à 4/5e. Ah oui, c'est vrai que c'est possible de faire ça. Oui. Ok. Et c'est quand le moment où tu t'es dit, allez, je gagne assez d'argent pour vraiment full démissionner? Quand ça commençait à être vraiment trop dur pour moi d'aller travailler tous les jours, de gérer la création de contenu derrière, de gérer la production de tout ce qui était programme en ligne, coaching, je sentais que mon énergie était vraiment dispersée et que ça allait dans tous les sens. Donc là, je me suis dit, ok, fais un choix, quoi. Mais c'est un choix qui fait super peur. T'as peur de te planter, tu sais pas si tu vas gagner la même chose le mois prochain. Donc vraiment, c'est petit à petit, quoi. Ouais, de toute façon, sur l'entrepreneuriat, c'est ça. Hein, c'est la vie qu'on a décidé de mener. Je pense qu'on choisit d'être entrepreneuse, on sait jamais de quoi il fait demain. En vrai, on marche toujours sur des allumettes, je sais pas, c'est à l'aveugle, quoi, vraiment. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie qu'on a décidé de mener, donc au final, trop bien. Du coup, moi, quand je me suis lancée, en fait, donc moi, je faisais l'UGC à côté de mon CDI, donc je faisais ça le soir, je faisais ça le week-end, je faisais ça même à ma pause déj, dans les transports, dans le métro et tout, je m'en rappelle, j'étais là, je prospectais, j'avais toujours plein d'idées, et en vrai, au début, je trouvais que c'était même pas du travail. J'aime tellement en fait j'aimais tellement ce que je faisais et je me disais mais en fait je faisais déjà ça gratuitement en fait. Donc si là je suis payée, je suis trop contente. Et en fait voilà, après j'avais profité en fait d'un intercontrat où en gros j'avais quitté un CDI pour en reprendre un nouveau et j'avais charbonné, vraiment j'avais charbonné tous les jours, week-end compris. Vraiment je pensais qu'à mon taf jour et nuit. Et du coup, ça a payé. Donc après, j'avais atteint les 10K. Et là, je m'étais dit, c'est bon, en fait, je gagne large plus que mon CDI. Allez, c'est bon, je démissionne. Et je me lance. Et là, après ça, je me suis dit, vas-y, je vais faire ça en grand. Je vais développer une agence, je vais monter une agence, je vais passer en société, parce que j'étais en micro-entreprise. Je vais passer en société. J'avais embauché, du coup, une stagiaire avec moi. Et voilà, c'était le début de Tuanem Academy et Tuanem Agency. Donc voilà. Trop bien. Et toi, du coup, après que tu sois en coach, après, t'avais quoi? C'est quoi l'évolution après de ton business? Forcément, ça a été tout ce qui va être accompagnement en ligne. Donc, j'ai tout digitalisé. Après, t'as fermé ton... Donc, en fait, j'ai remis physique. mon cabinet. Okay. J'ai tout digitalisé, donc que ce soit les coachings en visio ou les programmes vidéo. Et en fait, tout ça était dans le but de mon expatriation à Paris. Donc en fait, ce qui est bien aussi, c'est que ton business va suivre qui tu es et va suivre ton évolution. C'est ça qu'on en discutait. Ouais. Et donc, en fait, j'ai su modeler mon business pour qu'il puisse coller à la vie que j'avais envie de mener, c'est-à-dire déménager à Paris. Donc, je ne pouvais pas avoir un lieu physique dans lequel je recevais mes coachés parce que sinon, j'étais tenue à rester en Belgique. Ouais. Donc, j'ai tout digitalisé pour pouvoir m'expatrier à Paris et pouvoir vivre quand même de mon business sans forcément avoir des attaches géographiques. Et donc, c'est pour ça que là, mon business a évolué dans ce sens-là. Et puis, finalement, vers cette fin d'année 2025, je suis retournée vers quelque chose je me suis un peu éloignée de tout ce qui était programme en ligne et coaching. Et je suis alors plus dans l'accompagnement business. Je coach de moins en moins en développement personnel, coaching mindset, mais je coach de plus en plus, du coup, en business. J'accompagne les entrepreneurs à se développer sur les réseaux. Et du coup, voilà, en parallèle. Ouais. En fait, je trouve que les deux vont bien ensemble. Donc, les personnes qui veulent gérer leur com choisissent un accompagnement avec moi. Et les personnes qui veulent tout déléguer choisissent l'agence. Soit la création de contenu. Et je m'occupe de toute leur stratégie, création de contenu, développement du personal branding. Donc, vraiment,
c'est hyper varié, mais en soi, c'est mon business aujourd'hui, mais peut-être que l'année prochaine ou dans 2 ans, ça sera complètement différent. Et en fait, c'est OK, quoi. Je ne suis pas en train de me coller l'étiquette. Ah bah maintenant, je fais ça et je vais faire ça toute ma vie. Ouais, non. Donc ça, c'est vraiment les étapes que j'ai postées. Ouais. Voilà. Là, tu as fait un bond dans la toi du présent en 2 secondes. J'adore. Et du coup, peut-être on peut revenir du coup sur le passé, genre nos relations de couple qu'on a pu avoir et du coup qui ont fait que aujourd'hui on est dans une nouvelle relation, etc. Comment on peut amener ça ? Moi je pense que il y a beaucoup de femmes déjà en 2025 qui ont des ruptures avec la fin d'un cycle, etc. À mort. Ouais, à mort. Je pense qu'aussi il y a des cases qu'on nous fait cocher. Il faut que tu fondes une famille, il faut que tu sois en couple avec quelqu'un, que tu aies une vie paisible en tant que femme, etc. Ça, je pense que c'est une pression qu'on nous met en vrai. Et c'est OK en vrai, des fois, de pas se mettre la pression et de se dire je suis dans une relation, au final, je suis pas à l'aise à 100%. Du coup, je préfère arrêter cette relation-là. Même si, toi, t'avais acheté une maison, moi, j'avais acheté un appartement avec mon ex. Toi, t'as revendu, moi, j'ai pas pu revendre, du coup, je l'ai loué. Mais qu'est-ce que tu retiens, toi, de cette leçon comme tu dis, je pense que déjà en 2025, il y a eu beaucoup de ruptures et je pense que surtout les femmes se rendent compte de la place qu'elles ont vraiment, c'est-à-dire qu'on n'est plus à l'époque de nos parents et de nos grands-parents où la femme dépend de l'homme, que ce soit financièrement ou que ce soit même sur tous les aspects. On n'est plus dans une époque où la femme ne se contente que d'être une mère et une épouse. La femme a envie vraiment de prendre sa place et ça, je trouve que c'est génial. Ouais, et je pense que ce qui aide à ça, c'est les réseaux sociaux. Donc, il y a parfois des dérives, mais il y a aussi des bons côtés. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il y a eu aussi beaucoup de ruptures, des fins de cycle, parce qu'en fait, les femmes se rendent compte qu'elles veulent plus et qu'elles méritent aussi plus. Donc, je dirais que ça, c'est le point positif. Maintenant, par rapport aux ruptures, comme je le disais un peu plus tôt, c'est tout vient en fait d'un choix, d'une décision, d'un truc qui va venir nous faire switcher. Et moi, en fait, ce qui m'a amené à oser quitter mon ex, parce que comme tu l'as dit, en fait, quand on quitte quelqu'un, en fait, on ne se sépare pas seulement de la relation, on se sépare en fait de la vie qu'on a imaginée, créée avec cette personne-là. Puis toi, on vivait avec cette personne-là. On doit se séparer de cette vie de famille, c'est ça. On se dit, OK, je vais aller vivre où ? J'ai pas envie de retourner chez mes parents. C'est clair. J'ai peut-être pas assez de budget pour payer un loyer toute seule. Donc, en fait, c'est toutes des questions comme ça qu'on a à se poser et elles sont légitimes. Mais à partir du moment où tu décides vraiment de mettre un terme, en fait, il y a plein de choses qui viennent à toi que tu n'avais même pas imaginé. Donc, je trouve que c'est ça qui est génial. Et moi, dans ma rupture, comment est-ce que j'ai vécu ? En fait, j'étais pas heureuse depuis un moment et je pense que nous les femmes on le sent quand on sent qu'on est en train de se détacher émotionnellement d'un homme avec qui on est, mais on se sent pas encore capable, on se sent peut-être pas encore prête à affronter la rupture et donc on reste dans la relation, mais en fait on n'est plus heureuse, on n'est plus épanouie, on réagit même plus aux trucs qui nous faisaient réagir ou qui nous mettaient en colère avant, on est juste blasé de la relation, mais genre on n'a pas encore la force ni le courage de quitter cette relation. Et moi c'est quelque chose que je dis toujours et c'est un peu un peu aux antipodes de ce qu'on dit, mais tu peux prendre le temps pour quitter quelqu'un parce que c'est quelqu'un avec qui tu t'es imaginé, vivre ta vie, fonder ta famille. Et il y a un truc qui nous incombe à nous les femmes, c'est la pression sociale, l'horloge biologique. Genre, mais j'ai 30 ans, j'ai pas d'enfant, alors que moi dans ma tête à 27 ans j'avais déjà 2 enfants, une maison, un chien et la vie parfaite. Donc il y a l'horloge biologique chez les femmes qui met beaucoup de pression, mais en fait personne n'est en retard, on est dans notre juste timing et ça c'est important de le rappeler aussi. Donc voilà, en tout cas voilà, pour la rupture, comme je dis, ça a été j'ai mis du temps en fait à process le fait que j'allais me séparer. Genre t'as mis combien de temps entre le temps tu t'es dit je veux quitter cette personne et le temps où vous êtes vraiment quitté? Je dirais genre c'était en avril-mai. Et puis je suis partie en vacances avec lui au Mexique en juillet et je l'ai quitté début août. Ah ouais. Donc ça a mis le voyage qui part au drame quoi. En fait le voyage s'est super bien passé, sur papier ça s'est super bien passé. J'ai posté des photos de nous en vacances, les gens se sont dit ouais trop bien, couple ils sont trop amoureux, couple goal. Et en fait moi je me suis dit c'était pas des mauvaises vacances en soi, les vacances se sont super bien passées. En plus on était partis au Mexique donc c'était génial, on avait fait plusieurs villes. Enfin franchement rien à dire. Mais en fait c'est en vacances où je me suis rendu compte je l'aime. En fait pas que je l'aime plus. Parce que l'aimer, je pense que je l'aimais toujours. Je suis plus amoureuse de lui. Ouais, c'est ça. Je ne l'idéalise plus. Je le vois tel qu'il est. C'est un bon pote avec qui j'ai passé des bonnes vacances. Plus, mais genre, en mode, j'étais là en mode, oui, je n'arrivais pas
quand je le regardais en vacances, etc., je n'arrivais pas à waouh avec des yeux qui pétillent, tu vois. Il ne m'impressionnait plus. Je n'arrivais plus en fait à admirer la personne avec qui je suis. C'est là que je me suis rendu compte que moi, en fait, pour aimer, pour être amoureuse, c'est que j'ai besoin d'admirer la personne avec qui je suis. Je pense Elle a besoin de me faire déclencher des émotions. En fait, lui, il me faisait pas déclencher d'émotions, tu vois. Et donc, en vacances, je me suis vraiment dit, ok, je suis plus amoureuse de lui. Genre, on passe des très bonnes vacances, mais je ressens rien, quoi. On a vraiment eu la même rupture en vrai, parce qu'il n'y avait pas de drama en soi, c'est juste qu'on aimait. Enfin, on n'était plus amoureuse de la personne. J'étais plus amoureuse, mais ce qui m'a amenée à perdre mes sentiments pour lui, c'était ce côté. Moi, il avait des mauvais côtés. Donc, encore une fois, maintenant, c'est passé. Je vais pas toujours reparler de ses mauvais côtés, mais il avait des mauvais côtés, dans le sens où il y avait des choses problématiques dans la relation, des choses pour lesquelles je lui avais demandé de changer plusieurs fois. Moi, c'est une relation qui, en tout et pour tout, a duré plus de 13 ans. 13 ans beaucoup, avec une rupture. Une rupture de 4 ans entre, mais une rupture où on se revoyait, etc. Donc, ça a été vraiment quelqu'un que j'ai eu dans la peau. Genre, je pensais que c'était l'homme de ma vie. Je suis sortie avec lui, j'avais 14 ans. Et ça s'est terminé, j'en avais 26. Ah ouais, punaise. Donc voilà, ça a été une grosse partie de ma vie, mais il y avait des choses qu'il faisait et qui me dérangeaient. C'était clubbeur, par exemple, pour n'en citer qu'une. Et en fait, moi, j'avais plus cette envie d'avoir un mec qui est en soirée tous les jours, qui rentre à des 3, 4, 5 heures du matin, qui est sous, qui ne sait pas se lever parce qu'il est fatigué, il est rentré tard, où je m'inquiétais tous les soirs, toute la nuit, parce que je ne savais pas où il était. Enfin, c'était vraiment tout ça. Et en fait, les mauvais côtés ont de plus en plus pesé dans la balance. Et en fait, c'est là où je me suis dit, en fait, je suis plus amoureuse de lui. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ma vie avec lui? Genre, je pouvais pas le voir comme le père de mes enfants, comme le mec avec qui j'allais construire vraiment un foyer stable. Alors oui, on avait acheté une maison, mais en fait, dans la maison, je me retrouvais tout le temps toute seule à devoir tout gérer dans la maison parce que lui, il était pas là, il était en soirée, il était à gauche, il était à droite. En fait, c'est tout ça qui ont fait que j'ai perdu cette idéalisation que j'avais. Et en fait, j'étais plus du tout amoureuse de lui. Et donc, j'étais attachée à lui. Je l'aimais toujours parce que c'est ce que je pensais que je devais faire. Mais non, en fait. T'es plus amoureuse. Tu sais, moi, je pense que aussi il y a des relations. Des fois, la relation se termine parce que c'est la fin d'un cycle. Oui. Et peut-être pour toi, c'était la fin d'un cycle aussi de l'ancienne Irina que t'étais. Et qu'aujourd'hui, du coup, t'as pu aussi changer. Et aussi de devenir la femme que tu as envie d'être. Et moi, j'ai ressenti exactement la même chose. Mon ex, il m'a vraiment accompagnée pendant 3 ans. Vraiment, j'ai rien à dire sur lui. Franchement, il était génial. Mais à la fin, j'avais plus de sentiments. Enfin, j'étais plus amoureuse de lui. Et j'avais plus cette flamme. Et surtout, on n'avait plus les mêmes envies de vie. Au final, nos chemins, ils sont vraiment... ils sont vraiment divisés, quoi. Mais je pense que quand on est des femmes, on a besoin d'avoir un partenaire qui nous apporte quelque chose de sécuritaire, de réconfortant, je gère. Alors, on n'est pas en train de parler de 50-50, c'est lui qui paye, c'est un autre sujet. On fera peut-être une autre vidéo où on parlera de la relation homme-femme. Mais je pense que, comme tu dis, on n'avait pas les mêmes objectifs de vie, on ne regardait pas dans la même direction. Et en fait, c'est compliqué d'avancer avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes objectifs, qui n'a pas les mêmes projets, qui ne regarde pas la vie dans le même sens et dans le même angle que toi, en fait. Donc, et c'est ce qui te permet à toi aujourd'hui d'être là où tu en es aujourd'hui. Et il t'a amené là où vous avez été pendant 3 ans. Et puis en fait, c'est pas possible de continuer avec quelqu'un parce que soit tu continues avec la personne, mais tu te restreins et tu fais pas exploiter et t'exploites pas tout ton potentiel. Moi, j'étais pas prête en vrai à mettre des croix sur mes rêves et à me dire, du coup, pour cette personne-là, par exemple, je dois rester à Paris. Je me disais, non, c'est pas possible. C'est-à-dire que je vais m'oublier moi, c'est moi qui vais être malheureuse. Et au final, mon couple va aussi périr, on va dire, parce que je vais pas être épanouie. Donc, je vais même pas pouvoir l'aimer correctement. Et bon, bref, plein de choses ont fait que je me suis dit, non, c'est pas possible. Et moi, je serais pas prête à mettre une croix sur tous mes rêves. Et je pense qu'en vrai, le plus important dans une relation et même dans la vie, c'est de s'aimer soi en priorité et se connaître, comme on disait tout à l'heure, apprendre à bien se connaître, apprendre à, même quand on évolue, etc., pour directement, si ça va pas, dire stop, quoi. Et pas continuer dans une relation qui te nourrit plus et où t'es plus aligné, quoi. Clairement. Mais en fait, les relations qu'on a tous les jours, les relations qu'on entretient, c'est ce qui va déterminer la femme qu'on va être demain. Donc en fait, si ta relation, elle t'apporte rien et qu'elle t'étouffe et qu'elle te met dans un cadre, en fait, ça va jamais t'amener là où toi tu veux aller. Alors soit t'es prête à te mettre de côté, comme t'as dit, faire une croix sur toi et tes rêves. Non, mais ça c'est mort. Faut pas faire ça. Donc au bout d'un moment, il faut, encore une fois, on en vient à il faut poser une décision, il faut prendre le choix. Et je pense que quand on reste avec un homme qui ne nous convient pas, on prend le choix de se mettre, peut-être inconsciemment, mais on se met en retrait, on se met au deuxième plan. Et en fait, non,
Ouais. Non. Et surtout que le choix de ton partenaire, pour moi, c'est le choix le plus important de ta vie. Parce que c'est la personne qui va vivre avec toi au quotidien. Genre, si ta vie, si te fait vivre une vie de merde, que tu dois faire toutes les tâches ménagères chez toi, etc., t'auras une vie de merde. Enfin, donc, en vrai, c'est le choix le plus important de ta vie. Donc, je pense que c'est vraiment le choix. Faut faire hyper attention et bien sélectionner. Mais bon, on pourra refaire une vidéo. Oui. Du coup, parlons maintenant d'un sujet qui n'est pas très connu en vrai, les neurosciences. Tu peux nous expliquer un peu ce que c'est et nous donner un peu des exemples, comment on peut pratiquer chez nous? Bah, du coup, comme on en a parlé, parce que c'est vrai qu'on a un peu divagué, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, oui. La vidéo est spontanée. Et spontanée. Mais du coup, effectivement, pour les neurosciences, en fait, ça va être vraiment l'étude du système nerveux, de nos comportements, de nos réactions. Et ce que j'aime beaucoup avec les neurosciences, c'est que on commence à peine à se renseigner un peu vraiment sur le cerveau. En vrai, c'est pas très connu. Hein, non, mais en fait, il n'y a pas encore d'études qui ont été prouvées à 100%. Donc, en fait, c'est un peu le nouveau truc qui vient d'éclore. Donc, en plus, on va parler... tout le monde commence un peu à parler des neurosciences. Mais il n'y a pas des études scientifiques qui ont prouvé les choses à 100%, avec une fiabilité à 100%. En fait, c'est un peu comme... la médecine douce. Non, c'est comme une nouvelle, des nouvelles études, un truc nouveau qui vient d'émerger sur le marché scientifique. Je ne sais pas trop comment appeler ça. Mais du coup, les neurosciences, il n'y a pas assez de recul. Voilà. Il n'y a pas assez de recul pour se dire, OK, en fait, c'est ça. Parce que le cerveau est hyper complexe. Oui, c'est vrai. Ouais. Et en fait, les scientifiques, les personnes qui sont dans la recherche, qui font les études, n'ont pas toutes les données. Donc, je pense que déjà, c'est aussi apprendre avec des pincettes tout ce qu'on entend sur les neurosciences. Mais moi, ça me fascine, pas parce que c'est nouveau ou quoi que ce soit, mais parce que on a un truc de fou dans la tête qui est le cerveau, qui est à l'origine de plein de comportements, de réactions, d'émotions, de comment est-ce qu'on se voit, comment est-ce qu'on voit la vie. Et en fait, à force de comprendre son cerveau, on peut radicalement changer sa vie. Et pourquoi est-ce que j'explique ça ? Parce que du coup, le cerveau... Ça, c'est un truc que j'ai appris en neurosciences et qui a vraiment changé ma perception de la vie. C'est que le cerveau ne fait pas la différence entre une situation que tu as réellement vécue et une situation que tu as imaginée dans ta tête. Parce que quand tu vas imaginer une situation dans ta tête, tu vas créer des réseaux neuronaux. Donc, je ne vais pas être sur des termes trop spécifiques, mais ton cerveau va imaginer et faire des connexions entre tes neurones. Et quand tu vis réellement la situation dans ta vie actuelle, dans ta vie réelle, tu actives les mêmes autoroutes, les mêmes circuits neuronaux. Donc, en partant de ce constat-là, c'est de se dire, OK, en fait, la femme que j'ai envie d'être, si je pense à cette femme-là, si je pense à la vie qu'elle a envie de mener, et c'est pour ça que je te demandais, toi, est-ce que tu sentais quand tu étais salarié que tu voulais devenir manager, que tu voulais avoir une boîte, que tu voulais te lancer dans l'entrepreneuriat? Parce qu'à force de penser à quelque chose, ton cerveau va commencer à faire les connexions pour que ce que tu imagines, tu puisses le vivre matériellement et concrètement. Et donc, moi, ça, je trouve que c'est fameux. Et en fait, il y a plein de choses hyper qui vont remettre tout en perspective avec les neurosciences. Et donc, c'est pour ça que moi, je me suis spécialisée là-dedans, parce que ça me permet, en fait, de voir la vie sous un autre angle complètement. Plus scientifique, entre guillemets scientifique, et te dire qu'en fait, la loi de l'attraction ou la manifestation, ça se traduit aussi par les neurosciences. Clairement. Et tout est lié à notre cerveau, quoi. Trop bien, c'est trop stylé. Et du coup, c'est quoi ta routine un peu de manifestation? Comment tu mets les neurosciences dans ton quotidien et comment nous aussi, on peut le faire, même si on n'y connaît rien? Du coup, effectivement, il n'y a pas besoin de s'y connaître et d'être expert en neurosciences pour pouvoir pratiquer la manifestation et la loi de l'attraction. Moi, comme je dis toujours, je mêle les deux et c'est pour ça que j'avais créé un programme qui s'appelait Neuroattraction, parce que ça mêlait autant les neurosciences que la loi de l'attraction et qui, pour moi, ce sont deux choses qui sont similaires. Et parfois, on a l'impression que la loi de l'attraction et la manifestation, c'est un truc un peu perché, un peu, un peu trop ésotérique, un peu trop abstrait. Donc, les gens ont du mal à s'imaginer tout ça. Mais en fait, quand on les explique avec les neurosciences, on se rend compte qu'en fait, c'est OK. En fait, ça peut vraiment arriver. Donc moi, ma routine, c'est que déjà, j'écris toujours dans mon journal un peu. J'utilise mon journal pour deux raisons. Soit c'est vraiment pour déposer ce que j'ai à déposer. Et c'est juste te libérer mentalement. C'est ça. Juste faire de la journal place. intime. C'est ça. Style journal intime. Et la deuxième raison de pourquoi j'utilise mon journal, c'est vraiment pour manifester. Et quand je dis manifester, c'est de se dire, OK, je prends mon journal, j'écris comme si j'avais déjà la vie que je veux avoir. Ouais, ça c'est trop important. Donc j'écris toujours au présent. Donc c'est vraiment comme si en fait mon cerveau racontait la journée idéale que je veux avoir dans le futur. Et donc en fait mon cerveau va commencer à faire des connexions neuronales
et va commencer en fait à m'envoyer des signes, à ouvrir des portes que je n'aurais pas vues si j'avais peut-être pas écrit, si je m'étais peut-être pas permise de rêver, d'aller dans ce sens-là. Et donc ça, je trouve que c'est génial, et je l'ai fait pour mon déménagement à Paris, et pendant tout le mois de juillet, j'ai vraiment noté, je déménage à Paris, je vis dans un appart avec des moulures au plafond, enfin, avec un balcon, il y a un parc à chiens à côté. J'avais vraiment donné full détail. L'appart que j'ai eu à Paris, il n'y avait pas de moulure au plafond, mais il y avait une terrasse. C'est un truc super rare à Paris. Il y avait un parc à chiens à côté. Il y avait un Starbucks au-dessus de chez moi. J'avais dit que je voulais un petit café pour aller bosser. Donc, en fait, tout ce que j'avais noté, ça s'est matérialisé. Pas tout à 100%. Voilà, comme je dis, les moulures au plafond, etc. Mais j'étais dans l'arrondissement que je voulais. J'avais absolument tout ce que j'avais visualisé. Et mon déménagement à Paris, ça s'est fait en 2 mois top chrono, quoi. J'ai lâché mon appart en Belgique. Je suis arrivée à Paris. Ça s'est fait super rapidement. La fille qui m'a loué son appart, je me suis trop bien entendue avec elle. Et vraiment, ça a été une super belle rencontre aussi. Donc, en fait, c'est là que je vois vraiment le pouvoir de la manifestation. Et clairement. Et quand j'arrête de le faire, parce que je vais pas te mentir, je vais pas te dire je fais ça tout le temps, toute l'année, quand j'arrête de le faire, je vois bien que ma vie est un peu plus stagnante. Il se passe pas grand-chose. Et je pense qu'on a besoin aussi de cycles, et on peut pas toujours être à fond et changer tout du jour au lendemain. Mais à chaque fois que je reprends sérieusement la manifestation et que j'ai écrit la vie que j'ai envie d'avoir, il se passe des trucs de fou. Il y a des trucs de fou qui m'arrivent alors que j'avais même pas prévu ça, quoi. Non, c'est incroyable. Moi, je le fais aussi, mais beaucoup. Enfin, j'ai commencé à le faire tous les jours presque depuis que j'entreprends. Avant, je le faisais moins. Je m'étais moins intéressée, on va dire, à ça. Mais déjà aussi, un point que je voulais dire, c'est moi, dans mon entourage, il y a peu de personnes qui le font, des salariés et tout. Je sais pas pourquoi. Oui. Mais c'est ce que j'allais dire. En fait, quand tu écoutes des personnes qui ont réussi dans leur vie, ils font tous. Elles vont toujours te parler d'un truc. Elles vont peut-être pas écrire, elles vont peut-être se visualiser, ou elles vont le faire pendant qu'elles sont en train de méditer, ou j'en sais rien. Mais il y a toujours une histoire hyper connue qui est l'histoire de Keanu Reeves. Je sais pas si tu l'as déjà entendu, l'acteur. C'est quoi? J'ai plus l'histoire complète en tête, mais en fait, il avait noté comme de quoi il allait réussir. Non, je sais pas si c'est Keanu Reeves ou Jim Carrey. Non, c'est pas Keanu Reeves, pardon, c'est Jim Carrey. Okay. Donc l'histoire, en fait, elle vient de Jim Carrey, où en fait, il avait noté à l'époque, donc il n'était pas encore un acteur connu, il avait noté sur un chèque un montant, je pense, avec des millions, je sais pas si c'était 1 million, 5 millions, je sais plus le montant exact, qu'il allait avec gagner. Une date, je crois, avec une date aussi. À faire un film, à être l'acteur d'un film. Et il a fait ça pendant des années. Et puis un jour, il a fait une photo avec son vrai chèque, ça s'était matérialisé. Je ne saurais pas dire non plus pour quel film ça a été, mais pour un film qui a été hyper regardé, hyper visionné. Et en fait, il a eu ça. Et donc, en fait, quand tu regardes, genre, même des fois, tu écoutes des interviews d'Oprah Winfrey, elle va te parler de manifestation, elle va te parler de la loi de l'attraction. Moi, je pense que les gens les plus successful aujourd'hui, les plus riches, tout ce que tu veux, ils font tout ça, franchement. Oui. Et moi, je trouve que les gens qui ne le font pas, c'est dommage, parce qu'ils pourraient vraiment améliorer leur vie. C'est juste qu'ils ont la flemme, ils y croient pas, je sais pas. Ils y croient pas, alors qu'en fait, la grande subtilité de la loi de l'attraction, c'est nous, on nous a appris à croire que ce qu'on voit. Et en fait, la manifestation, on nous demande de faire l'inverse. On nous demande de croire à ce qu'on ne voit pas encore. Et en fait, les gens, ils sont là, non, en fait. Non, moi, je crois que ce que je vois, mais à force de rester buté sur ces idées, tu t'ouvres pas à des opportunités que tu pourrais avoir potentiellement. Donc, c'est vraiment se dire, OK, je crois déjà en ma vie idéale, en mon business successful, en la relation alignée, parfaite que j'ai envie d'avoir. Je crois parce que je sais que je suis méritante au fond, c'est ça. Je crois parce que je le mérite. Et en fait, on va voir que la vie va tout orchestrer, l'univers, Dieu. En fait, ton cerveau va te montrer les opportunités. C'est comme quand tu dis une voiture jaune, j'en vois partout maintenant. C'est ça. Mais il y a un truc dans le cerveau qui s'appelle le SAR qui va en fait activer, c'est comme un filtre qui va activer. Donc en fait, toutes les informations qu'on voit, le cerveau ne les trie pas toutes. Et donc, si tu lui demandes... Il y a trop d'infos tous les jours, en fait. Mais si tu lui demandes de regarder les voitures jaunes, le filtre va se mettre focus. OK, je vois que des voitures jaunes. Si tu lui demandes de voir les opportunités, il va voir les opportunités. Si tu lui demandes à ce filtre de voir que les choses qui vont mal ou que te confirmer que ta vie, c'est de la merde, tu vas se confirmer sur les choses qui vont mal et qui font que ta vie, c'est de la merde. Mais c'est... Je simplifie, mais c'est ça. T'as un filtre. C'est juste logique, en fait. C'est toi qui dis à ton filtre ce que tu veux qu'il voit.
qu'il trie, qu'il filtre. Et en fonction de l'indication que tu lui donnes, il va filtrer les choses. C'est pour ça que, comme je dis toujours, il y a plein de mots qu'on peut utiliser. Comme je disais, ça peut être Dieu, ça peut être par rapport à la religion, ça peut être par rapport aux neurosciences, ça peut être par rapport à des choses un peu plus ésotériques. Peu importe la forme que ça prend, tout le monde l'utilise. Toutes les personnes successful, toutes les personnes qui réussissent dans la vie utilisent ces techniques-là. Donc en fait, les personnes qui ne veulent pas parce qu'elles pensent que ça ne fonctionne pas ou qu'on est des fous. Je pense qu'il y en a qui connaissent même pas. Ou alors qu'ils ont vu passer et qu'ils disent oh c'est bullshit, j'ai la flemme. C'est peut-être inconnu, peut-être dans l'esprit collectif, honnêtement j'en sais rien. Moi j'ai l'impression qu'autour de moi les personnes savent, mais les personnes comme elles savent pas trop comment faire, comme elles ont pas les résultats vite aussi parce que les gens veulent des fois ça met 1 an, 2 ans, c'est pas les gens veulent des résultats immédiats. Moi, comme j'explique toujours, genre depuis, je pense, j'ai commencé à la loi de l'attraction en 2020, et depuis toujours, j'ai écrit que je voulais écrire un livre. Et au début, je savais pas trop. Puis j'ai commencé un peu à détailler un peu plus. Ok, je veux écrire un livre comme ça. Et puis j'ai changé d'avis sur le livre que je voulais écrire. Je veux un livre comme ça. Finalement, l'année passée, j'ai sorti et j'ai écrit un livre qui a été publié par une maison d'édition. Ça a mis 4 ans. Ouais, c'est pas en 2 ans, quoi. Mais moi, j'ai continué à croire en ce rêve-là parce que c'était un truc que j'avais vraiment envie de faire, quoi qu'il arrive, et peu importe le temps que ça allait mettre, j'avais vraiment envie d'écrire un livre. Et donc, je me suis donné les moyens, j'ai continué à y croire. Et en fait, ça m'est arrivé un beau jour, j'ai reçu un DM sur Insta. Coucou Irina, on serait très heureux. Et c'est venu comme ça, genre improbable. Ouais, c'est incroyable. Et pourtant, mon livre, il est sorti. Bon, je l'ai pas ici, mais j'ai mon livre avec mon nom. Donc, c'est un truc de fou. Et pourtant, ça a mis 4 ans. Et en fait, les gens, ils pensent que la loi de l'attraction, c'est miraculeux. Comme nous faire croire qu'on va prendre une gélule magique et qu'on va perdre 5 kilos. Mais les choses qui... Encore une fois, je reviens avec ma phrase, mais les choses qui valent du temps, qui valent la peine, prennent du temps. C'est normal. Si je manifeste, je veux gagner 1 million d'euros, je vais pas l'avoir demain. Bien sûr que non. Ça prend des mois, tu vas commencer à mettre en place... En fait, tu vas commencer à poser des actions qui vont te faire avoir le mindset d'une personne qui a 1 million, qui va commencer à avoir les actions d'une personne qui gère une boîte à 1 million, qui va prendre les décisions, qui va peut-être déléguer, qui va peut-être recruter, j'en sais rien. Et en fait, tu vas commencer à te rapprocher de cette... Petit à petit, quoi. C'est ça. C'est clair, en vrai, c'est pas instantané, quoi. Ouais, non, c'est clair. Et aussi, moi, une anecdote qui m'avait hyper marquée par rapport au fait qu'on peut vraiment hacker son cerveau. Ils avaient fait un moment une étude sur 2 groupes de personnes. Ils avaient du coup des personnes qui avaient tous, je sais plus, de l'arthrose au genou, je crois. Et il y a la moitié des personnes qui n'ont pas opéré, ils ont juste fait un petit coup de scalpel et ils ont refermé, ils n'ont pas opéré. Et les autres, ils ont vraiment opéré. Et les gens qui avaient été faussement opérés, ils avaient guéri. Donc comme quoi, c'est fou. Enfin, ton cerveau, il peut vraiment, s'il pense que tu t'es fait opérer, alors qu'en vrai, il sait pas, il va faire que tu guéris. Mais c'est ce qu'on appelle l'effet placebo. Ouais, en fait, c'est à force de croire, et encore une fois, si tu crois en quelque chose, la vie va te montrer toutes les situations qui font que ça renforce ce que tu crois. Donc en fait, les gens, à force de se concentrer sur ce qu'ils ne veulent pas, sur leurs peurs, sur leurs insécurités, concentrez-vous d'abord sur ce que vous voulez, sur ce qui est de mieux dans votre vie, sur vos rêves et vos passions, et vous allez voir qu'en fait, ça va changer. Mais clairement, l'effet placebo, c'est en plus, c'est médical, là, c'est prouvé par la science. Enfin, oui, clairement. Tu prends une gélule, tu guéris. Il n'y a rien dans la gélule, c'est ça. Plein d'études démontrent ces trucs-là. Donc en fait, ouais, non, c'est incroyable. Bon, passons à un autre sujet. On parlerait de quoi? D'expatriation? On n'est pas aux mêmes étapes, mais toi, du coup, tu as fini de t'expatrier. Tu t'es expatrié et t'es revenu. C'était quoi un petit peu... pourquoi tu avais envie de t'expatrier, en fait, tout simplement? Mais du coup, moi, j'avais envie de m'expatrier parce que tout simplement, j'aimais pas trop. Enfin, j'aime toujours pas forcément, mais la ville, la Belgique, la Belgique, la ville dans laquelle je vis, je trouvais qu'il y avait pas beaucoup d'opportunités et qu'elle n'était pas adaptée à des personnes qui entreprennent. C'est-à-dire qu'il y a pas, il y a 2 espaces de coworking dans ma ville. Il y a pas beaucoup de petits cafés. Oui, il y a pas beaucoup de petits cafés. Il y a peu de personnes qui entreprennent. Et les personnes qui entreprennent et qui sont dans mon entourage, dans mon réseau, si je peux dire ça comme ça, en fait, c'est chacun pour soi et Dieu pour tous. En fait, j'aimais pas cette vibe-là. Et je suis venue à Paris parce que je voulais rencontrer, pareil comme toi, des entrepreneurs qui sont dans le business en ligne, avec qui j'allais pouvoir échanger, avec qui on allait pouvoir faire des interviews, des podcasts, etc. Et donc, ça me manquait. Et en fait, c'est pour ça que je suis partie à la base de Belgique, parce qu'en fait, je trouve que la ville n'était pas adaptée à qui je voulais devenir. Donc, je me suis dit, Paris, comme ça, c'est pas trop loin. Moi, je peux partir avec mon chien. Je suis tout près de mes parents, parce que mes parents, je les vois au minimum 1 fois par semaine. Donc, j'avais vraiment besoin de garder quand même ce contact et ce lien, chose que je peux pas avoir si, par exemple, je m'expatrie à Bali. Et donc, voilà pourquoi j'ai choisi Paris, parce que j'ai toujours kiffé la vibe et l'énergie de Paris. Et maintenant, raconte-nous du coup la réalité d'être à Paris. Qu'est-ce que t'as? Mais du coup, je vais dire,
Paris, je peux pas dire que j'aime pas la ville ou que c'était pas du tout pour moi mais juste je pense que en étant à Paris, ça m'a vidé de toute mon énergie parce que je trouve qu'il y a une énergie très présente à Paris. Ça va très vite. Là, je suis là pour 3 jours, j'arrête pas de courir. Tu vois, tu sens en fait que la ville, elle vit. Ouais. Et c'est ce que je voulais, c'est ce que je recherchais. Donc, je suis venue, j'ai trouvé ce pourquoi j'étais venue à Paris. Mais en fait, en venant à Paris, je me suis rendu compte qu'en fait, moi, j'étais une meuf qui aimait bien être dans ma campagne, qui aimait bien pouvoir sortir mon chien tout près des champs, ou en tout cas ne pas entendre des voitures, du passage, des klaxons, etc. En fait, je regrette pas du tout de m'être expatriée à Paris parce que ça m'a permis de voir ce que j'aimais vraiment. Et donc, moi, j'ai toujours vécu dans des maisons avec un jardin. Avec des grands, des appartements au moins, des grands espaces, dans le calme. Et je pensais que j'aimais bien la ville, la vie mondaine. Mais en fait, ça me plaît pas plus que ça. J'aime bien de temps en temps. Là, voilà, je suis là pour 3 jours, j'adore. Mais pas dans mon quotidien. Et en fait, comme ça a toujours été mon quotidien et que j'ai toujours vécu comme ça depuis que je suis née, j'ai pas remis en question ce truc-là. Je me suis dit, ok, c'est lambda, c'est banal, quoi. Tout le monde connaît ça. Et en fait, pas du tout. C'est en venant à Paris, dans une ville, que je me suis rendu compte, mais en fait, j'adore la campagne. J'aime bien ouvrir mes stores et voir les vaches en face, ou sentir les chevaux. Et tout ça, je suis trop contente de l'avoir vécu parce que sinon, j'aurais été dans ce truc de je connais rien d'autre et je me contente juste de ce que j'ai toujours vécu. En fait, si tu remets pas ça en question, tu sais pas si t'aimes vraiment bien ou si t'es juste habitué à ça. Ouais. Et comment t'as fait est-ce que c'était compliqué pour toi de te dire, du coup, je pars à Paris, je dis à tout le monde que je pars à Paris et finalement, après, je rentre en Belgique? C'était quoi ton process et ton deuil un peu de te dire finalement j'aime pas? Forcément, en fait, les gens, comme on l'a dit, ils projettent leurs croyances sur toi. Donc, en fait, c'est vrai qu'ils avaient j'ai vraiment senti comme si c'était un échec. J'ai été honteuse d'avouer et de le partager sur mes réseaux sociaux. D'ailleurs, je l'ai partagé le plus tard possible parce que j'avais pas envie de me confronter au jugement et aux questions des autres. Mais c'est sûr que les gens voient ça comme un échec. La meuf, elle est partie 6 mois à Paris. Elle a tout remis en Belgique. Et puis, en fait, finalement, elle revient en Belgique. Elle doit retrouver un appart, etc., etc. Donc, il y a ce côté où j'avais peur de faire face au jugement des autres. Mais en fait, moi, dans mon cœur et dans mon esprit, ça n'a jamais été un échec. Parce que, comme je dis toujours, les 6 mois que je suis venue à Paris, j'ai grandi et j'ai pris au moins 1 an de maturité que je n'aurais jamais eu si j'étais restée à la même place, au même endroit, avec les mêmes personnes, dans le même appart. Donc en fait, moi, je suis hyper reconnaissante. Et aujourd'hui, que j'ai vraiment digéré, parce que là, ça fait quand même 7-8 mois, même plus. C'est parti déjà? Oui, c'était en mai, c'est vrai, donc on est en décembre, même plus. Ouais. Donc là, j'ai vraiment intégré, digéré. Genre, je suis super reconnaissante et j'adore toujours Paris. Là que j'y suis depuis 3 jours, je me dis, je comprends pourquoi je suis partie. Genre. Donc, la seule chose qui m'a freinée dans mon choix, c'était plus la réaction des autres. Tu vois, entendre mes parents me dire, mais oui, mais on te l'avait dit. Mais c'est toujours facile de dire, on te l'avait dit après coup. Ouais. Tu vois, en fait, t'as une chance sur 2 que ça fonctionne. Je veux dire, personne ne peut savoir, niveau probabilité, personne ne peut savoir mieux que toi. Donc en fait... De toute façon, tu t'en fous, ça a changé quoi ta vie d'aller à Paris et de revenir? Ça change rien. Rien, ça a rien changé. Ok, t'as fait un déménagement aller-retour, c'est bon. Oui, voilà. Mais en fait, ça m'a rien, entre guillemets, ça m'a rien... C'est bon. Oui, mais ça m'a rien coûté. Enfin, je veux dire, les gens, ils voient ça comme un truc de waouh. Mais non, c'est rien. Non, voilà, j'ai fait mes valises, j'ai fait mes cartons, puis je suis revenue, j'ai redéfait mes valises et j'ai redéfait mes cartons. Enfin, je veux dire... on a toute une vie devant nous. Si en fait on fait pas des choses qu'on a envie de faire au moment où on a envie de les faire, en fait on va les faire quand? Donc en fait, vraiment aucun regret. Mais je dirais que le truc le plus compliqué, ça a été de l'assumer aux yeux des autres et que les autres ne reflètent pas dur, l'échec sur toi. Et finalement, je pense que comme moi, j'étais à l'aise avec ma décision et que j'étais 100% OK et alignée. Et toi, tu dis aussi les décisions à tes parents, je crois, une fois que tu les as prises, non? Oui. Ça, c'est oui. Moi, c'est un conseil aussi que je donnerais. Parce que sinon, ton entourage, en vrai, il te met trop des bâtons dans les roues. Oui, mais pour tout. Que ça soit par rapport à mon expatriation, donc mon envie de revenir m'installer en Belgique, que ça soit pour même mes idées de business. Moi, maintenant, j'en en parle qu'à très peu de personnes, si pas à personne. Parce que je ne veux pas que les gens viennent me donner des idées qui ne sont pas les miennes. Qu'elles viennent me mettre des peurs qui ne sont pas les miennes, qu'elles viennent me mettre des projections que moi, j'aurais peut-être jamais eues si je n'avais pas discuté avec ça. Il y a un truc que je retiens beaucoup, c'est que je ne vais jamais plus maintenant demander conseil ou partager ce que je pense, ce que je ressens ou mes objectifs ou mes rêves à des personnes qui ne sont pas là où je veux être. Oui, ça c'est un gros conseil, ça. C'est compliqué parce que dans mon entourage, je les adore, mais comme je dis, mes parents, ils n'ont pas la vie que je veux. Oui, donc tu n'écoutes pas. Ils ont la sagesse. La maturité, et ils sont toujours de bons conseils, parce qu'on dirait que mes parents c'est les pires, mais genre ils sont toujours des bons conseils. C'est juste qu'ils n'ont pas la vie que toi tu veux. Ils n'ont pas la vie que je veux, donc je peux pas aller leur dire voilà, je veux faire ce business là, je veux faire ça. Ils vont pas savoir me conseiller
pour mon bien, pour vraiment que je puisse exploiter mon potentiel. Donc ça, je le fais plus. Mais du coup, ça restreint fortement le champ des personnes à qui tu peux parler. Mais ça, c'est un truc qui est super important. Moi, je le vois surtout dans mon entourage, où quand tu parles avec tes proches, ils te mettent plein de peur dans la tête. Moi, ça va parce que j'ai toujours été un peu cette petite fille rebelle, entre guillemets. Et je pense justement que c'est une qualité qu'aujourd'hui, dans la société, les femmes devraient un petit peu avoir, tu vois. Le fait de dire, je me rebelle, je veux pas rentrer dans des cases, etc. S'assumer. Parce qu'il y en a plein. Et déjà, moi, il y a plein de prospects à moi qui me disent, non, mais mon mari ne veut pas que je me lance. Je me dis, mais c'est fou quand même en 2025 que ton mari il soit tributaire de ta décision de te lancer ou pas, de réaliser ton rêve, de faire un métier qui te fait kiffer, enfin c'est pas possible. Et même, enfin bref, moi je pense qu'il faut pas en parler il faut pas écouter en tout cas les gens qui n'ont pas la vie que tu ne veux pas, tout simplement. Mais ouais. Et pour Paris, moi je te rejoins complètement. En vrai, de toute façon, on s'était dit en même temps qu'on allait. Toi, que toi, t'allais revenir et moi que j'allais partir de Paris. Moi, ça faisait 5-6 ans que j'étais à Paris. J'étais venue vraiment pour mes études, pour mon master. Après, j'avais fait mes stages, j'avais trouvé mes CDI. Et j'étais vraiment restée à Paris, typiquement pour cocher des cases. Parce que je savais que à Paris, c'est là où il y avait le plus de CDI, qu'il y avait plus d'opportunités pour moi en tant que salariée. Et après, finalement, quand je me suis lancée, pareil, je voulais rester à Paris parce qu'il y avait pas mal de gens dans l'entrepreneuriat. Après, j'avais eu aussi mes bureaux à Paris. Enfin, j'avais eu plein d'opportunités. Et en fait, finalement, je m'étais voilée la face pendant longtemps. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais plus du tout heureuse à Paris. Je me suis dit, mais en fait, moi, je subis que le négatif de Paris. Je suis censée être à mon compte. Je bosse de chez moi. Je veux être libre géographiquement et financièrement, mais je suis cloîtrée dans mon bureau toute la journée parce qu'en plus, je travaille énormément. Donc, je suis toute la journée dans mon bureau. Par la fenêtre, c'est tout gris. C'est insupportable, en fait. Et du coup, je me suis dit, en fait, je vais aller voir ce qui se passe un peu ailleurs. Donc, je suis partie 10 jours à Dubaï. Et là, je me suis dit, mais... J'avais peur, même avant d'y aller, de kiffer. Et quand j'y suis allée, je me suis dit, mais je veux cette vie-là, avec la mer, le soleil toute l'année, surtout cette énergie de me dire que dans cette ville-là, en fait, quand tu vas à Dubaï, tu vas pas pour dormir. Tout le monde a envie de charbonner. Quand tu dis à quelqu'un, je veux faire 1 million, il va te dire, non, tu peux faire 10. Enfin, ça, c'est vraiment un truc de fou. Et il y a plein de concentrations d'entrepreneurs là-bas, donc ça, c'est vraiment chouette. Et ouais, Paris, c'est une ville... Moi, je trouve que c'est une ville très toxique. Tu l'aimes comme tu la détestes, en fait. Genre, je pense que toi, là, t'es à Paris, donc du coup, ça te saoule un peu, parce que du coup, tu viens de subir les 3 jours, mais avant de venir, t'as trop envie de venir. C'est ça. C'est trop bien de passer des vacances à Paris. Il y a plein de choses, il y a des restaurants, mais une fois que t'y es, une fois que t'y es, en fait, après quand tu rentres chez toi, t'es c'était bien, mais j'ai contente de rentrer. Ça m'a vidé. Ouais, c'est une ville qui vide. Moi, c'est ce que je me disais. De base, j'ai beaucoup d'énergie. Je suis grave extravertie et tout, mais à Paris, je me sens tout le temps fatiguée. C'est ça. Et pourquoi en fait? Parce qu'il y a trop de trucs à faire, je sais pas. Je sais pas, il y a un truc particulier. Il y a un truc à Paris, je sais pas ce qui se passe. Faut kiffer, quoi. Donc bon, moi je pense que c'est mieux de je pense que c'est pas fait pour tout le monde, et je pense que surtout, encore une fois, la force que nous on a, c'est d'aller enfoncer les portes et d'aller voir ce qui est vraiment fait pour nous, et de pas se contenter, encore une fois, d'être dans une case qu'on nous a mis par nos parents, notre éducation, nos profs, etc. Et qu'en fait on va nous-mêmes se créer notre propre chemin et enfoncer les portes devant nous. Et donc si c'est pas Paris, c'est quelque chose d'autre. En fait, c'est génial. Ouais. Bon, on va presque terminer la vidéo, je pense, parce qu'on a beaucoup parlé. Dernier point peut-être sur lequel on peut parler, c'est qu'est-ce qu'on dirait à des femmes qui ont envie de se lancer, qui ont envie de changer de vie, qui ont envie de sortir aussi, elles, de leur case. Qu'est-ce que tu leur dirais? Alors moi, ce que je dirais à une femme qui veut se lancer, mais qui a peur, etc. Je pense justement, quand il y a de la peur dans ta vie, c'est que tu es près d'une décision qui va vraiment changer ta vie. Il n'y a pas de décision confortable, en fait. Enfin, sinon, tu n'auras qu'une vie confortable. Tu vas rester dans ta petite vie. Tu vas pas faire des grandes choses. Il y a forcément de la peur et des interrogations, et tu sais pas ce qu'il y aura demain. Mais c'est ça, justement, qui est kiffant. Et de te dire que, justement, le monde est à toi, en vrai. Et voilà, même si tu as peur, c'est pas grave, en vrai. Il faut y aller. Moi, j'ai peur tous les jours, en vrai. Mais je laisse pas la peur m'handicaper et me pétrifier, tu vois. En vrai, on a peur tout le temps, à chaque niveau de business. Avant, j'avais peur de me lancer, j'avais le syndrome de l'imposteur. Aujourd'hui, j'ai peur de manager une équipe de 16 personnes. J'ai peur d'avoir autant de charges parce que je fais du chiffre d'affaires et parce que j'ai une équipe. On a tout le temps peur, mais c'est pas grave. Il faut avancer, il faut passer à l'action. Et surtout, on n'a qu'une vie. Donc, go réaliser nos rêves, en fait. Clairement. Mais en fait, dans ce que tu disais, je pense que la peur ne doit pas être un élément bloquant, ça doit être juste, comme tu as dit, le signe que tu t'apprêtes à changer de vie, que tu t'apprêtes à passer à une étape supérieure. Et en fait, si tu
t'autorises à passer cette étape-là, si tu décides de te choisir, à partir de ce moment-là, tu vas aller ouvrir des portes que tu n'aurais peut-être pas ouvert si tu n'avais pas osé prendre cette décision-là. Et en fait, tu vas voir qu'il y a plein d'opportunités à toi qui vont arriver. Donc, c'est sûr que pour moi, la peur n'est qu'un signal que tu t'apprêtes à changer de vie, que tu t'apprêtes à passer à une étape supérieure. Et si tu décides d'agir et de passer à l'action malgré la peur, c'est là que tu vas avoir beaucoup plus confiance en toi, que tu vas augmenter ton estime de toi, que tu vas ouvrir des portes, que tu vas recevoir des opportunités que tu pensais ne jamais avoir parce que tu vas te choisir, parce que tu vas te faire passer en priorité, parce que tu vas devenir là. Tu vas, en fait, comme je dis toujours, soyez obsédés par vous-même. Oui. Soyez obsédés par vous-même. C'est pas être égoïste, c'est pas être narcissique, c'est juste à partir du moment où tu deviens obsédé par toi-même, toute ta vie change, tes relations, ton environnement, ton travail, ton chiffre d'affaires, tout. Donc en fait, juste le meilleur conseil, moi, que je pourrais donner, c'est sois obsédé par toi-même, par ton corps, pas par ton corps, par le sens négatif, mais par ton mindset, par comment est-ce que tu vas te développer, quelles compétences tu vas apprendre, qu'est-ce que tu veux et comment est-ce que tu veux contribuer dans la vie des autres. Et en fait, à partir de là, pour moi, tu gagneras toujours. À partir du moment où tu es obsédé par toi-même, tu gagneras toujours. Et ça ne veut pas dire que tu mets les autres sur le côté, ça ne veut pas dire que tu penses qu'à toi tout le temps, ça veut juste dire que tu es toujours dans ta tête la personne prioritaire. Et je pense que ça change tout. Et je pense que le résumé en gros de cette vidéo, c'est de se dire, voilà, il y a des cases qu'on peut cocher, ou alors tu peux toi-même aussi décider de cocher tes propres cases. Et c'est ça le choix le plus important. Je pense qu'en vrai... le choix en vrai il t'appartient, tu peux pas toujours blâmer les autres et il faut surtout s'en rendre compte. Voilà, en tout cas on espère que ça vous a plu cette vidéo, on était trop contente de parler, tu sais qu'on a parlé 1 heure. Hein. Oui, c'est énorme. Mais du coup, on était trop contente de discuter sur tous ces sujets-là qui nous passionnent vraiment. Abonnez-vous du coup pour voir les autres vidéos. Je vous mettrai également aussi les réseaux sociaux de Irina pour aller voir. Et on vous fait des gros bisous. On vous dit à très vite. Bye bye. Très vite. Bye.